En 1770, nul ne pouvait prévoir les bouleversements qui surviendraient quelques années plus tard. Versailles, la fastueuse résidence du roi de France, pullulait de courtisans. Le palais royal, voulu par le roi Louis XIV, est achevé en 1682. Pour maintenir une certaine distance par rapport à ses sujets, le roi Soleil a décidé de transférer sa cour dans cette localité située à seulement quelques kilomètres de Paris, en y faisant édifier l'une des résidences royales parmi les plus somptueuses d'Europe. Pendant près d'un siècle, Versailles restera l'épicentre de la monarchie absolue. En 1770, on y célèbre une importante cérémonie. Louis le Dernier, ou Louis Capet, neveu du roi Louis XV et premier de la lignée à pouvoir prétendre au trône, prend femme. Le prince n'a alors que 15 ans. Timide, manquant d'assurance, il n'a aucune des qualités nécessaires à un futur souverain et n'est pas prêt non plus à endosser le rôle d'époux. C'était un adolescent lourdeau, maladroit, dépourvu de grâce. Madame du Barry, la favorite du roi Louis XV, en parlait comme d'un petit garçon grassouillet et mal élevé. Et il était effectivement un peu rustre. Il était incapable de prendre des décisions. Il hésitait constamment et se laissait en définitive influencer par son entourage. Ces caractéristiques le rendaient inapte à régner. Le mariage de Louis avait été arrangé pour fixer une alliance politique entre la maison française des Bourbons et celle autrichienne des Habsbourg. Une telle union mettait fin ainsi à la vieille rivalité opposant les deux nations. La jeune épouse arrivée en France est une gracieuse ingénue de 14 ans, Marie-Antoinette. Elle était l'archiduchesse d'Autriche, fille cadette de l'impératrice Marie-Thérèse. Son mariage avec Louis résultait d'un accord politique qui bouleversait les équilibres traditionnels entre les puissances européennes. Après des siècles de discorde, la France et l'Autriche ne seraient plus ennemies, mais alliées. Marie-Antoinette fait certes figure de pion sur l'échiquier, mais comme elle n'est encore qu'adolescente, les questions politiques ne l'intéressent pas. Elle est arrivée très jeune à Versailles. Elle ignorait quasiment tout de sa nouvelle patrie. Elle ne connaissait ni les habitudes, ni les rituels de la cour. Elle avait beau être éveillée et déterminée, ce n'était encore qu'une toute jeune fille. Quand Marie-Antoinette est arrivée à Versailles, c'est une adolescente, elle a 14 ans, elle est blonde, elle est rose, elle a des yeux bleus, elle plaît, elle aime plaire et elle a l'intention de faire la conquête de son mari et de sa nouvelle famille. Le soir du mariage, un orage éclate. Ce qui pourrait paraître de mauvais augure n'empêche pas la fastueuse cérémonie de se poursuivre à l'intérieur du palais avant que les époux ne s'acheminent vers la chambre nuptiale. Pour encourager la procréation d'un jeune héritier, le protocole a prévu que les courtisans assistent à l'installation du jeune couple, en l'occurrence plutôt embarrassé, dans le lit conjugal. Malgré leur enthousiasme et leurs grandes espérances, à peine les deux jeunes gens se retrouvent-ils seuls, qu'il devient évident que l'acte ne sera pas chose facile. Cela n'intéressait pas du tout Louis de gouverner, ni même de jouer à l'époux. Ainsi, il ne s'est préoccupé de ses devoirs conjugaux ni la nuit de noces, ni celles qui ont suivi. Le mariage ne sera consommé que plusieurs années plus tard. Mais l'absence de grossesse de la jeune reine va alimenter les commérages dans tout le royaume. Plusieurs années durant, le couple fera l'objet de perpétuelles médisances. Tandis que la somptueuse réception donnée pour les noces se prolonge pendant plusieurs jours, il y a bien peu de choses à fêter une fois hors des grilles de Versailles. Plusieurs années d'une piètre gestion des finances de l'État par la monarchie ont poussé le peuple à la faim. En 1773, Louis XV ressort défait de la guerre des 7 ans en cédant à la Grande-Bretagne le contrôle des territoires d'Amérique du Nord. Les finances et le prestige de la nation en subissent un grave contre-coup. Les caisses de l'État sont pratiquement vides, tandis que la population continue d'augmenter. Les épidémies de peste ne sont plus qu'un lointain souvenir et le taux de mortalité diminue.
Mais le peuple souffre de famine. Au XVIIIe siècle, la population française passe de 20 à 26 millions d'habitants, tandis que pendant les 2 siècles précédents, la croissance n'a été que d'1 seul million. Les conséquences sont préoccupantes. 4 ans après les noces du petit-fils, Louis XV perd son ultime bataille, celle contre la variole. À sa mort, c'est un roi défait et impopulaire qui laisse une nation au bord du gouffre. Lors d'une fastueuse cérémonie, le jeune prince accède au trône et se fait couronner Louis XVI. Il ordonne qu'on organise une fête grandiose, quand bien même il sait qu'il n'a pas été préparé à régner. À la mort de son grand-père, au moment de monter sur le trône, il avoue être démuni et avoir l'impression que le monde s'effondre sur ses épaules. Il avait été élevé dans la perspective de devenir roi, mais il ne se sent pas prêt. Louis XVI se révèle être le pire souverain dont puisse hériter une nation en crise. Au couronnement, le monarque, alors âgé de 20 ans, élève cette prière « Seigneur, viens-nous en aide, car nous sommes trop jeunes pour gouverner ». En sûreté au château de Versailles, Louis et Marie-Antoinette se préparent à affronter leur nouvelle vie. À quelques kilomètres de là, dans les cercles intellectuels parisiens, on débat de nouvelles idées, en allant jusqu'à remettre en cause l'existence même de la monarchie. Une philosophie à l'impact décisif est en train de naître, les Lumières. Après leur couronnement, les souverains se rendent en visite à Paris. À l'arrivée du carrosse royal devant le prestigieux collège Louis le Grand, la foule se presse pour en admirer la splendeur. Une cérémonie de bienvenue a été organisée pour Louis XVI et sa belle épouse autrichienne. À la tête du comité d'accueil figure un brillant étudiant de la faculté de droit, Maximilien Robespierre. Le roi a visité l'université où Robespierre étudiait. Ce dernier a prononcé le discours de bienvenue en latin. Et c'est comme cela que, tout jeune, il a pu rencontrer Louis XVI. Le jeune homme lit le discours avec obséquiosité. Il est probable que le souverain ne s'en aperçoit même pas. Leurs destins se croiseront à nouveau quelques années plus tard, cette fois dans des circonstances dramatiques. Des cérémonies similaires avaient lieu dans beaucoup d'écoles, mais cet épisode reste exceptionnel car Robespierre y lit une oraison en l'honneur d'un homme qu'il condamnera à mort plusieurs années plus tard. Mais pour le moment, l'accueil est chaleureux et sincère. Le jeune couple royal réussit à conquérir les Parisiens. Pourtant, avec la diffusion d'idées progressistes de plus en plus radicales, une telle admiration ne durera pas. Depuis le Moyen-Âge, la société européenne est rigoureusement divisée en 3 classes auxquelles on appartient de naissance. Un contraste violent se perpétue depuis plusieurs siècles entre, d'une part, la richesse de l'aristocratie et du clergé, et d'autre part, la pauvreté du tiers-état. Avec le siècle des Lumières, cette organisation sociale est remise en cause au nom de la raison et du progrès scientifique. La nouvelle tendance, dite des Lumières, trouve ainsi à Paris un vrai tremplin, la capitale étant devenue le foyer des nouveaux courants philosophiques et le phare des nouvelles espérances. Paris devient le quartier général de la philosophie des Lumières. Les philosophes des Lumières invitaient à ne pas se fier à l'autorité, à ne pas croire ce que les autres imposaient, mais à réfléchir avec sa tête et en se posant les bonnes questions. À une époque, le savoir était imposé par autrui. Les prêtres ou les autorités étaient habilités à dire ce qu'il convenait de penser. L'idée selon laquelle il était possible de réunir les connaissances de l'humanité et de les rendre accessibles à tous a été tout à fait révolutionnaire. Au début de l'époque des Lumières, les aristocrates se réunissent dans des salons parisiens pour discuter des thèses de grands philosophes tels que Voltaire et Rousseau. On y discourt du droit de l'homme à la liberté, à l'autodétermination et surtout à l'égalité.
Ces principes, initialement débattus entre les intellectuels de très haut niveau, finissent avec le temps par se diffuser parmi le peuple. L'exigence d'égalité commence à représenter un danger pour les privilèges de l'aristocratie. Ces idées représentaient une menace, car elles incitaient à remettre en question les privilèges de la noblesse et à se demander par quels moyens on pouvait améliorer le monde. En outre, elles contribuaient à saper certains principes, comme le fait que le monarque régnait par droit divin, ou que les hommes étaient naturellement divisés en classes sociales. Des idéaux similaires à ceux des Lumières vont inspirer les colons américains qui, outre-Atlantique, commencent à combattre pour leur autonomie, contre l'ennemi historique de la France, la Grande-Bretagne. Le jeune Louis XVI voit dans la guerre d'indépendance américaine une occasion de se venger des défaites subies par son grand-père. Aussi décide-t-il de soutenir financièrement la cause américaine avec 2 milliards de francs. Une somme suffisante pour affamer 7 millions de Français pendant un an. Cette manœuvre signe le début de l'effondrement financier du pays. L'intervention en faveur des colons a provoqué la banqueroute de l'État. La dette souscrite par Louis XVI pour soutenir la guerre d'indépendance contre les Anglais a fait précipiter la situation économique de la couronne, qui n'était pas complètement apte à l'honorer. Tandis que le souverain engage des fonds et des troupes dans la défense de la cause américaine, Marie-Antoinette contracte d'autres dettes. La vie à Versailles est un enchaînement de formalités et de rituels. Tout doit se passer selon le protocole. Le réveil des souverains, l'habillage, le dîner, leur retraite du soir. Pour fuir la monotonie de la vie à la cour, la reine s'amuse à exhiber des habits de plus en plus extravagants et excentriques. Marie-Antoinette aimait suivre la mode. Elle se faisait faire des coiffures élaborées et très hautes qui nécessitaient des heures de travail, les faisant ensuite décorer d'ornements extravagants ou de fruits. Beaucoup voyaient cela comme un signe d'indécence, trahissant les vices de la reine et la mentalité de la cour. Les passe-temps de Marie-Antoinette sont la mode, les potins, les jeux de hasard et le théâtre. Les dépenses de la cour augmentent de manière vertigineuse, à tel point que la souveraine est surnommée Madame Déficit. On lui a donné ce sobriquet car bien que le pays soit en pleine crise économique, elle continuait à dépenser l'argent public en habits, bijoux et chaussures. Ses caprices coûtaient une fortune aux caisses de l'État. Marie-Antoinette s'endette vis-à-vis de la France, non seulement par ses dépenses inconsidérées, mais aussi parce qu'elle n'a pas enfanté d'héritier au trône. Après 7 ans d'union, le couple royal n'a toujours pas eu d'enfant. De quoi compliquer encore la position de la reine. Le devoir d'une reine consistait à mettre au monde un héritier mâle. Il était absolument nécessaire que cela arrive. Les gens la critiquaient, ils étaient mécontents d'elle et disaient que le roi n'aurait jamais dû épouser une femme autrichienne qui était incapable de donner un descendant à la famille. La souveraine est désespérée. En vérité, son époux s'intéresse beaucoup plus au plaisir de la table qu'à ses devoirs conjugaux. Il y a toute une correspondance entre l'ambassadeur d'Autriche et l'impératrice Marie-Thérèse qui dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe si une jeune fille aussi charmante, aussi jolie que ma fille ne peut pas arriver à le dégeler? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Pendant 7 ans, Louis XVI et son épouse n'ont pas eu d'enfant. Et cela a jeté l'ombre sur la première partie de leur règne. Et comme tout le monde savait qu'un des passe-temps du roi consistait à fabriquer des clés, on a vu se répandre des plaisanteries et des chansonnettes grivoises sur Louis le serrurier, incapable de trouver le trou de la serrure. En réalité, le désintérêt de Louis pour la sexualité provient d'un problème physique. Après des années d'humiliation et de pression de la part de la cour, on diagnostique au souverain un trouble guérissable, un phimosis. Le roi souffrait d'une malformation qui faisait obstacle à sa vie sexuelle. Ça n'est qu'après une petite intervention chirurgicale qu'il a pu consommer son mariage. Mais il a fallu des années avant qu'il ne soit convaincu de se faire opérer parce que ça le terrorisait. Après l'intervention, le couple donne naissance à une fille, Marie-Thérèse.
Pourtant, l'heureux événement ne suffira pas à redorer l'image de Marie-Antoinette. Depuis le début des années 1780, circulent en France des satires pornographiques raillant les souverains. Ce sont des livrets obscènes qui se moquent de l'impuissance du roi et dépeignent la reine comme une femme de petites mœurs, évoluant dans une cour dissolue et corrompue. L'aversion de la population pour la monarchie s'intensifie avec l'aggravation des conditions de vie dans les campagnes. Après une série malheureuse de piètres récoltes, le prix de la farine augmente de manière affolante au point qu'il y a pénurie de pain, l'une des bases absolues de l'alimentation populaire. Mais la misère ne franchit pas les portails de Versailles. Pendant que les souverains continuent de vivre dans l'opulence, on voit fleurir des écrits de protestation explicites qui s'adressent à la cour avec une accusation très claire. Savez-vous pourquoi tant de gens souffrent de la faim? Parce qu'avec votre style de vie, vous dilapidez en un jour ce qui pourrait nourrir des milliers de personnes. L'auteur de cette diatribe n'est autre que le jeune homme qui, quelques années plus tôt, avait chaleureusement salué les souverains après leur couronnement, Maximilien Robespierre. Le peuple trouve en lui un porte-parole du droit à la liberté et à l'égalité, et une incitation à se révolter. Vers la fin du XVIIIe siècle, Versailles fait figure d'oasis d'excentricité et de faste au milieu d'une nation appauvrie. La faiblesse du souverain contribue à précipiter davantage la France dans l'abîme. Après 19 ans de règne, Louis XVI a beau avoir eu 4 enfants, il s'est révélé être un monarque incapable. Pour tenter de faire preuve d'autorité, il commence à s'intéresser aux réformes tributaires. Mais ces interventions maladroites ont pour seul effet d'alourdir la pression fiscale sur les classes les plus pauvres, tandis que la noblesse reste exemptée de toute contribution. La crise économique pousse davantage le peuple à l'exaspération. En 1789, même la nature semble se révolter. Depuis 90 ans, on n'avait pas vu en France d'hiver plus glacial. Entre l'été 1788 et l'hiver 1789, la situation s'est accélérée. L'hiver très rude a contribué à aggraver les conditions de vie déjà très difficiles du peuple. Ainsi, la crise politique s'est-elle développée sur fond de graves disettes. Au XVIIIe siècle en France, on survit grâce au pain. C'est l'aliment de subsistance des pauvres. La majorité des indigents mangeaient près d'1 kilo de pain par jour. L'augmentation de son prix fut vécue comme un drame par d'innombrables familles. La gestion financière catastrophique menée par Louis XVI fait grimper en flèche le prix de la farine. Les rares réserves encore disponibles sont prises d'assaut et bientôt une miche coûte le salaire d'un mois de travail. La faim fait place à une rage éperdue. Des émeutes et scènes de pillage éclatent dans toute la France. Les maisons sont saccagées. Les fours sont pris d'assaut. Et les boutiquiers suspectés de dissimuler de la marchandise subissent des lynchages. Avec l'effondrement de l'économie, les banques forcent le roi à nommer un nouveau ministre des Finances, Jacques Necker. Cela fait déjà un moment qu'il soutient la nécessité de réformer les dépenses publiques et qu'il jouit d'une grande popularité auprès des gens. Au printemps 1789, Jacques Necker a été le membre du gouvernement le plus apprécié par le peuple. Car dans ses écrits, il avait soutenu publiquement la thèse selon laquelle la monarchie a le devoir de garantir à tous le pain et le blé. Pour tenter d'affronter la crise, le ministre sollicite du souverain qu'il convoque les États généraux, l'organe de représentation des 3 classes sociales françaises. L'Assemblée se réunit pour la première fois depuis 175 ans. L'organisation politique de la France se basait sur la division des citoyens, c'est-à-dire les 3 ordres, à savoir le clergé, la noblesse et le tiers-état. Or, les 2 premiers représentaient seulement 3% de la population, et le troisième 97%.
L'immense majorité des Français appartenaient au tiers-État. Par conséquent, il était injuste qu'elle soit représentée à l'Assemblée par un seul tiers des députés, car cela permettait à la noblesse et au clergé de les laisser en permanence en minorité